Bien, si vous voulez bien vous installer, je propose que nous commencions notre séance de ce soir. Je voudrais d'abord remercier les membres des conseils de développement voisins qui sont présents dans la salle. Je ne vais pas les citer, mais je les remercie de leur présence. Ils sont toujours très attentifs à nos travaux. Monsieur le Président de Nantes Métropole, Mesdames et Messieurs, votre participation, Monsieur le Président, à cette séance est une nouvelle marque de l'intérêt que vous portez au Conseil de développement. Au nom de tous ceux qui participent à nos travaux au sein du Conseil, je voudrais sincèrement vous remercier de votre venue. En tant que Président de Nantes Métropole et en tant que maire de Rezé, vous témoignez d'une attention régulière et particulière à nos propositions. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous les suites de la démarche Ma Ville Demain et leur prochaine concrétisation dans un nouveau projet de territoire pour 2030. Le Conseil de développement s'est fortement mobilisé sur cette démarche à sa manière et en toute indépendance. Il a publié plusieurs documents que chacun connaît et qui restent disponibles sur le site du Conseil ou en version par papier. Pour ceux qui n'en ont pas encore pris connaissance, il y en a en particulier sur la table à l'entrée de la salle ou à la sortie pour ceux qui ne l'auraient pas encore récupéré. 3 grandes lignes de force ressortent de nos travaux. Ce que nous avons appelé la métropole des liens, la métropole des créations et la métropole des anticipations. Et nos réflexions se trouvent d'ailleurs pour une large part dans les 3 visions du territoire qui ont été dessinées après 2 ans de foisonnement citoyen par l'équipe de Ma Ville Demain, animée par Thierry Violant, que j'ai plaisir à saluer à nouveau ce soir. Le succès de l'exposition qui se tient sur l'île de Nantes, à la cale de l'île, témoigne à ce propos de la bonne adéquation de la méthode de consultation et d'animation avec les attentes des citoyens. Cet exercice prospectif citoyen est d'autant plus salutaire que l'actualité récente est en train de montrer que l'image positive d'un territoire, patiemment construite depuis 20 ans, peut aussi se dégrader en quelques semaines quand elle se trouve prise dans un tourbillon médiatique qui mélange toutes sortes d'enjeux. Aujourd'hui, nous allons évoquer, Monsieur le Président, ce que pourraient être les orientations retenues par les élus de la métropole pour les 20 ans qui viennent. Et c'est dans cet esprit qu'au nom de mes collègues et à partir de nos travaux, je voudrais recueillir votre sentiment sur quelques points qui nous paraissent importants pour l'avenir du territoire. Le premier point concerne votre vision du territoire et de sa gouvernance à l'horizon 2030. Le Conseil a insisté dans ses travaux sur la nécessité d'un grand outil métropolitain aux compétences élargies. À quoi devrait ressembler, selon vous, le Grand Nantes du futur ? Sur quel périmètre, avec quelle fiscalité, quelle gouvernance? Quelle est pour vous l'évolution souhaitée de ce grand territoire de l'Ouest? Cette question est évidemment liée à la réforme de l'organisation territoriale qui est en préparation entre les métropoles, les communautés métropolitaines, les pôles métropolitains. Quelle lisibilité pour le citoyen et quelle efficacité pour l'action publique? Le deuxième point concerne la forme future de la ville. Vous êtes, vous, particulièrement attentif aux questions d'urbanisme, de foncier, d'habitat, de patrimoine aussi. Vous avez indiqué, selon votre propre expression, vouloir garder la main sur le futur plus métropolitain ou plus intercommunal. Compte tenu de ce qui ressort de Ma Ville Demain, quelle est votre vision de la forme de la ville en 2030 ? Et en quoi un futur plus métropolitain peut-il y contribuer? Le Conseil a souvent mis en lumière les risques du décalage entre l'offre publique et les attentes sociales, qu'il s'agisse d'habitat ou de mobilité. Comment concilier ces contradictions et proposer une vision partagée par le plus grand nombre? Le troisième point concerne la question économique et les emplois. Quelle est votre vision du modèle de développement économique de la métropole pour 2030 ? Sans emploi, le lien social disparaît. C'est pourquoi le Conseil de développement a rappelé la nécessité d'oser le développement économique. La croissance démographique dont tout le monde se réjouit n'a pas pour corollaire immédiat la croissance économique. Comment voyez-vous l'action métropolitaine en matière économique pour les 20 ans qui viennent et selon quel modèle de développement?
Le quatrième point concerne les nouvelles interventions métropolitaines pour l'avenir, qu'il s'agisse du sport, de la santé, de la petite enfance, du numérique. Le Conseil a listé un certain nombre de thématiques pour lesquelles il lui a semblé nécessaire que la métropole soit à l'avenir un acteur majeur et surtout qui sache anticiper. En effet, il a semblé au Conseil que ces politiques publiques ne pouvaient plus se dessiner à la seule échelle communale. Quel est votre sentiment sur cette question ? Le cinquième et dernier point concerne les attentes de la jeunesse et aussi les défiances qu'elle exprime. Depuis 2 ans, le Conseil dialogue avec les volontaires du service civique en lien avec l'association Unicité. Ces jeunes font preuve d'une grande capacité d'imagination. Ils souhaitent construire de nouveaux modèles de développement. Ils ont des idées en quantité. En revanche, ils expriment des défiances vis-à-vis de l'action publique. Et si la jeunesse est un espoir, elle est aussi quelquefois une alerte. On pourrait enfin aborder un dernier point, la question de la métropole résiliente. Un groupe du Conseil de développement a beaucoup travaillé sur la question des vulnérabilités du territoire. Au-delà du débat classique sur les risques, la question est celle de la capacité à s'adapter aux nouvelles donnes. Dans un monde accéléré, faut-il faire des projets de territoire à échéance donnée ou prolonger le succès de ma ville demain pour construire un ou des outils prospectifs en continu ? Le Conseil de développement, comme université participative du territoire, peut constituer un de ces lieux. Voilà, avec ces seules questions, nous pourrions rester ici, je pense, pour l'ensemble du week-end. Et sans doute, nous n'épuiserons pas tout, mais nous sommes particulièrement intéressés par la vision d'un élu qui a participé à la construction de l'intercommunalité depuis un certain nombre d'années et qui a une connaissance reconnue et très fine des territoires et de leurs acteurs. Voilà, au travers de ces 5 points, c'est un peu votre vision de l'évolution du territoire qu'on souhaiterait avoir ce soir. Bien sûr, ensuite, on pourra ouvrir le débat avec les participants à cette soirée. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour vos remarques aimables. Je ne suis pas sûr d'avoir la compétence pour répondre à toutes vos questions. Maintenant, je viens là en responsable politique avec un certain nombre d'idées et de connaissances et avec la volonté de construire avec l'ensemble des acteurs nantais, les élus politiques, mais aussi ceux que vous êtes, ceux que vous représentez, c'est-à-dire des forces diverses et variées. Je crois que la démarche Nantes, ma ville demain, Nantes 2030, est une démarche, à mon sens, exemplaire. Je ne sais pas s'il y a eu ailleurs, sur d'autres territoires, ce type de démarche, mais on est au bout de 2 ans et demi de travail organisé par l'agence d'études urbaines pour le compte des 24 maires de la communauté urbaine. Et il nous faut bientôt conclure une étape finale pour nous. Et donc depuis que je vous ai vu là avec Patrick Rimbert, un moment trop restreint à mon goût aussi, et au vôtre je l'ai bien senti aussi, je souhaitais prendre effectivement le temps de cet échange, plus que de vous donner ma parole, de ce que je pense. Depuis, il y a eu une exposition sur les 3 visions et le rapport d'étape de l'agence d'études urbaines dans les locaux de la Cale de Lille. Et il y a eu combien ? 10 000 2000. Ah, 2000. 12 000. 12 000 visiteurs qui ont regardé cette expo et donné leur avis. Parce qu'il y avait
des différentes façons de donner son avis. Donc, c'est dire si c'est un travail collectif. Il n'empêche que maintenant, il faut qu'il y ait un texte qui soit présenté au Conseil communautaire. Et il est grand temps de le présenter. Il est grand temps de le présenter parce que l'échéancier électoral commence à courir. Et je le sens bien dans les contacts que j'ai pu avoir avec les maires et surtout avec les groupes politiques. On commence à être dans la préparation des municipales de mars 2014. Et moi, ce que je dis simplement à tous mes interlocuteurs dans le cadre de la communauté urbaine, mais je vous redis ici, c'est la vision globale, générale des Nantais qu'il faut que l'on puisse acter et mettre en perspective. Et on n'est pas encore dans des programmes municipaux d'un tel ou d'un tel. On n'est pas encore dans un programme communautaire. Donc j'ai demandé à ce que l'on ait un texte qui unifie un peu l'ensemble des visions. Les 3 visions dont on a parlé la dernière fois ne sont pas des visions contradictoires. Et elles sont des éléments qui nous traversent même chacun d'entre nous, je crois. Hein. Et il faut que l'on puisse avoir un texte qui donne une lisibilité de la façon dont les Nantais voient l'avenir de leur ville dans le territoire où ils sont. Donc j'espère peut-être arriver le 14 décembre prochain, c'est-à-dire dans une semaine moins quelques heures, à un texte soumis au vote avec certainement des expressions qui souligneront peut-être un peu les différences d'appréciation. Vous avez signalé quelques événements récents du mois dernier. Bon, évidemment, il peut y avoir des expressions là-dessus. Je souhaite quand même que, pour une vision dans 2030, dans 20 ans, dans 18 ans, qui est capable de prédire exactement comment seront... mais que l'on ait une approche, y compris sur ce sujet de l'aéroport. Mais que l'essentiel ressorte. Je crois que les débats que nous venons d'avoir avec les différentes forces politiques au sein du Conseil communautaire convergent. Et moi, je suis assez fier, et en plus, dit honnêtement, parce que c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Jean-Marc Ayrault qui l'a lancé avec les autres maires. Je suis assez fier du travail collectif qui a été fait et du travail auquel vous avez contribué. Alors, on a construit le document final en deux parties inégales. Il était même prévu initialement qu'il y en ait 3. La première partie, c'est pour raconter l'histoire de Nantes. Mais l'histoire des Nantais, aussi bien l'histoire des institutions politiques, de la construction de l'intercommunalité, mais aussi l'évolution de Nantes qui a à un moment souffert de ces pertes d'activités industrielles diverses et qui a su se construire. Ce sont pas simplement les élus politiques, ils ont sans doute créé un peu quelque chose, mais ce sont aussi les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, mais aussi les ouvriers qui se sont retroussés les manches pour faire que Nantes ne reste pas dans une situation où on constate les difficultés et on essaie d'avoir un nouveau dynamisme. Et puis, au fil du temps, on a vu un certain nombre d'expressions de joie de vivre sur notamment un certain nombre de projets culturels qui ont fait remarquer Nantes. Donc la première partie, je crois, elle ne devrait pas soulever trop de problèmes. Elle essaie de raconter cette histoire de Nantes, que
beaucoup d'entre vous racontent d'ailleurs, hein, mais qu'il faut mettre en exergue. Avec, je crois, dans cette partie de l'histoire, aussi ce que je viens de raconter, c'est que nous sommes dans des fonctions diverses, nous sommes avec des activités qui ne sont pas du tout identiques, mais quand on discute ensemble, on se dit que notre territoire de l'Ouest, il n'en tient qu'à nous d'en faire quelque chose. Et je crois que ici, notamment, Jean-Marc Ayrault a été la tête certainement de cette histoire. Il l'a engendré. Hein. On sait se parler entre des organisations syndicales, des acteurs économiques, des acteurs culturels, des simples citoyens, des élus politiques, et on arrive à construire ce Nantes. Bon. Alors maintenant, comment voit-on l'avenir ? D'abord, alors je ne veux pas que j'en oublie, donc je vais essayer je ne vais pas tout vous dire. Hein. On est dans une ville, peut-être que ça ressortait dans une des visions, mais moi j'ai souhaité la faire apparaître franchement. C'est une ville qui respire, c'est une ville où la nature, on me dit parfois, on est à la campagne ici. C'est vrai que c'est une ville qui est peu dense, c'est vrai que c'est une ville où on a une présence du fleuve et des rivières, hein, et on a encore de la végétation et des animaux sauvages qui parcourent notre cité. Hein. Donc ça, je crois qu'il y a la volonté de conserver cette ambiance. Mais conserver cette ambiance, ça ne va pas être si facile que cela, parce que je vous le disais, Nantes est une agglomération peu dense par rapport à d'autres, et on va certainement construire un peu plus dans les centralités notamment, et on doit même renforcer le noyau urbain, parce que nous sommes dans une ville qui a encore, et heureusement, un certain dynamisme et qui continue à attirer. Quand vous circulez hors de chez nous, vous rencontrez plein de personnes qui vous disent « Ah, vous avez de la chance de vivre à Nantes, moi j'aimerais bien venir à Nantes et là-bas vous avez du dynamisme, il y a du boulot, il y a encore peut-être un peu plus de boulot que dans d'autres secteurs. » Et donc on est soumis à cette pression démographique qui est d'abord notre évolution interne. Hein? C'est-à-dire que nous, nos enfants, ils n'ont pas forcément envie de partir. 80% de la progression, c'est de chez nous, hein, plus le reste. Et donc moi, depuis un certain nombre d'années, ici dans cette communauté urbaine, j'ai prôné le renforcement des centres de quartier, des centres urbains, parce que si on ne le fait pas, on s'étale. Et ça a été l'effet du début des années 2000. On a eu une croissance démographique qui a été plus forte autour de l'agglomération que dedans. Donc il faut que nous puissions résoudre l'ensemble des contradictions. Il faut que nous soyons en mesure de tirer l'ensemble du développement de l'Ouest. Je vais jusque-là. Nantes revendique la reconnaissance comme étant une métropole ayant toutes les fonctions pour faire vivre ses habitants et son territoire. Peut-être que par rapport à d'autres métropoles, parce que quand je rencontre Gérard Collomb, il me dit moi,
Il n'y a que Lyon qui est franchement une métropole européenne. Nous, je crois que notre force ici dans l'Ouest, c'est d'être une agglomération quand même assez conséquente, mais avec des villes qui comptent à côté. Hein. Rennes, c'est certainement pour nous une ville avec laquelle nous devons nous organiser, mais aussi Angers, mais aussi Brest, mais aussi Lorient, mais aussi Saint-Nazaire. Et je n'oublie pas, parce que je sais que la remarque me serait faite, Chaland, La Roche-sur-Yon, Cholet. Hein. On est on est bien dans un réseau de villes de l'Ouest. Et nous sommes ceux qui ont les plus de fonctions. On a une responsabilité. On a une responsabilité d'entraîner l'ensemble urbain de l'Ouest. Et ceci nécessite un certain nombre d'actes de notre part. Hein. C'était la vision, la ville qui rayonne, la ville qui est repérée à l'international. On se doit, nous, élus politiques, on n'a pas le droit de dire ça va bien. Parce que certains nous disent pourquoi vous êtes encore dans cette compétition-là, c'est idiot. Enfin, mais on n'est pas dans la compétition pour faire la compétition. On est dans la volonté d'avoir ici sur notre territoire des éléments d'excellence qui nous permettent de proposer de nouvelles techniques en matière de production industrielle. Exemple, tout ce qui concerne les matériaux et qui peut avoir des déclinaisons diverses sur la construction aéronautique, mais ça peut être aussi sur la construction navale, ça peut être aussi sur d'autres constructions automobiles. Et ceci va engendrer de l'emploi. Enfin, pas forcément tout dans Nantes, ça peut être autour. Hein. Et en matière de santé, Nantes n'est pas encore assez repérée. Enfin, on a des postes d'excellence. Il faut qu'on continue à avancer sur les filières où on est repéré et puis en créer d'autres. Et il faut qu'on essaie de proposer des solutions pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas forcément un bagage intellectuel de niveau master. Hein. Il faut que l'on puisse... c'est ça aussi notre devoir à l'échelle nantaise, et qui a été bien compris, je crois, tout au long du XXe siècle. Nantes, et plus particulièrement dans la deuxième partie du XXe siècle, Nantes a su assurer une certaine cohésion, parfois avec des affrontements entre les corps sociaux. Mais il ressort aujourd'hui que on ne peut pas être dans une agglomération vivante, avoir des poches où il y a des déshérités, où il y a des personnes qui traînent. Donc nous devons nous assumer et trouver les solutions pour cela. Et quand on parlait de Nantes créatrice, Nantes innovante, on voit bien un certain nombre de techniques ou de quartiers qui sont à la pointe de l'innovation, oui. Mais il faut que tous les quartiers puissent avoir cette attention et cette patte. On doit assurer l'ensemble de la cohésion sociale. Bon, je citais Lyon, souvent c'est Lyon qu'on regarde parce que quand on regarde Marseille ou Lille, c'est d'autres problèmes. Mais à Lyon, il y a eu à certains moments des communes et des quartiers où il y avait une tension sociale et publique forte. Nous, il faut que nous essayions d'assumer l'ensemble de la vie sociale. Et donc c'est avec à la fois cette volonté de tirer l'ensemble de l'activité nantaise vers
des sujets qu'on n'imagine peut-être pas. Vous êtes peut-être certains d'entre vous chercheurs ou producteurs dans des start-up. Vous pouvez nous signaler un certain nombre de choses que je ne connais pas moi-même. Et notre effort, c'est d'aller vers les techniques du futur et en même temps de faire une place à chacun. Sur le volet qui concerne le cadre de vie, la tranquillité, faire en sorte que l'on ne bouscule pas tout le monde. Je crois que vous me l'avez fait remarquer. Je crois, pour bien connaître les communes de l'agglomération, il y a des ambiances particulières dans chaque commune et même dans chaque quartier de commune. Et ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire évoluer les quartiers, mais il ne faut pas dévoyer leur âme. Il faut, je crois, conserver. Moi, je suis très partisan de conserver l'histoire, pas spécialement l'histoire immobilière, mais l'histoire de la vie sociale qu'on a pu, et ça rejoint les propos précédents, de cette façon que l'on a ici sur Nantes, quand même, de se serrer les coudes en partie. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que l'on accueille plus d'habitants, et on accueille actuellement de l'emploi. Bien sûr, on a des risques sur certaines entreprises, mais Nantes est créatrice d'emplois. Même peut-être, je crois vous l'avoir déjà dit, Nantes concentre peut-être trop les emplois. J'étais ce matin et ce midi à Saint-Nazaire avec l'ensemble des communautés qui entourent Saint-Nazaire, 300 000 habitants. On a des sujets, on en débat. Alstom a un grand projet sur la fabrication des éoliennes et puis les développements futurs. Bien sûr que la production, ce sera à Saint-Nazaire ou au Carnet. Et les labos de recherche sont où ? Et toute l'ingénierie est où ? La question se pose. Moi encore, je n'ai pas franchement décidé. Il y a aussi l'opinion de l'entreprise Alstom et de ce que souhaitent ses ingénieurs et ses cadres aussi. Mais entre Nantes et Saint-Nazaire, le débat peut se poser. Est-ce qu'on a nécessité, nous, de tout concentrer ? Pas forcément. Il y a certainement nécessité quand c'est en relation avec le milieu universitaire et un certain nombre d'écoles. Il faut que l'on soit proche. Encore que, maintenant, nous avons des capacités de communication qui nous permettent d'échanger sans être physiquement proches. Et il faut que l'on fasse attention à cette bonne disposition de l'ensemble de ce que nous produisons. Parce que si on concentre trop les emplois dans l'agglomération nantaise, à ce moment-là, on aura sans doute du mal à loger tous les actifs. Et on va engendrer des déplacements que nous ne saurons pas résoudre. Donc, vous voyez un peu ce que nous cherchons à faire, c'est avoir un gros noyau sur Nantes, mais aussi à répartir sur des villes qui sont déjà structurées comme Saint-Nazaire et celles qui sont autour, mais aussi des plus petites agglomérations comme Savenay ou comme Ancenis ou comme Nord-sur-Erne ou comme Cholet. Il faut qu'on travaille en intelligence avec notre territoire. Vous me parliez, vous m'interrogiez un peu l'autre fois sur les déplacements. Il faut qu'on améliore la situation des déplacements automobiles dans l'agglomération nantaise. Mais pas que les déplacements automobiles. Dans les zones de centralité, la priorité sera au déplacement à pied, à vélo et des liaisons en transport en commun. Ça, c'est une nécessité. Mais le développement de l'agglomération ne peut pas se faire uniquement sur les transports en commun. Il y a des nécessités. Et le débat, et je vous ai dit, ce sera pour l'année prochaine, le débat sur
le mode de franchissement infrapériphérique et quel style de franchissement, ce sera pour le printemps, et je reviendrai vous voir à ce moment-là. Mais ce problème se pose non seulement pour les déplacements, mais pour un certain nombre d'éléments symboliques comme l'activité portuaire, comme l'accès au CHU, comme île de Nantes ou pas île de Nantes, s'il y a des ponts dans tous les sens, des images diverses. Il n'y a pas que les déplacements. Dernière chose qu'on essaie d'aborder dans cette thématique sur Ma ville demain, c'est la nécessité de construire un peu plus et les inquiétudes qu'engendre la densité. On dit que c'est trop dense, on est les uns sur les autres. Non, on est les uns à côté des autres. Et je rajouterais même, moi, je souhaite qu'à l'avenir, on fasse très attention aux implantations des équipements, y compris des équipements publics. Et il faut que l'on regarde bien chaque quartier, chaque territoire. Une école, ça ne se met pas n'importe où. Un collège, et il y a eu 2 débats sur les collèges dans notre agglomération sur l'automne, entre Saint-Joseph de Porterie et Carquefou, entre les Sorinières et Vertou, un collège, ça ne se met pas n'importe où. Un lycée, ça ne se met pas, à mon sens, ça ne devrait pas se mettre n'importe où. Ce sont des éléments structurants de la vie locale. Un commerce, évidemment, ça ne se met pas n'importe où. Et c'est cet assemblage que moi je cherche à construire à l'échelle de chaque unité de vie, qui peut être de quelques milliers d'habitants, et à l'échelle de l'instance communale, à l'échelle de la métropole. On vit dans ces différentes échelles. On vit dans son lotissement ou dans son immeuble, on vit dans son quartier, on vit dans sa commune, on vit dans le Grand Nantes, on vit à l'échelle de l'Ouest et avec la présence de la mer, de la côte. Donc il faut que l'on... Alors j'en viens un peu à vos questions. Vous allez me dire, il raconte son histoire. Quelle gouvernance, c'est un peu la première chose. Quelle gouvernance? Moi, je ne crois pas qu'il faille agrandir la communauté urbaine. Nous sommes à 24 communes. Je sais qu'un certain nombre de communes à côté ont souhaité adhérer à la communauté urbaine pour des questions de transport, essentiellement de transport. Mais ce n'est pas en agrandissant la communauté urbaine qu'on répondra à la question. Il faut que les transports interurbains ou le transport dans le périurbain s'organise avec le département et la communauté urbaine. Moi, j'espère qu'on aura une solution pour Treillères et Grandchamp en septembre 2013. J'espère que les problèmes rencontrés dans le vignoble sur Saint-Julien-de-Concelles ou la Chapelle-Basse-Mer en direction de Thoiry et de Mauves retrouveront une solution en pas trop longtemps, parce que je reconnais que ces communes qui sont proches de Nantes, ils ont pour différentes raisons envie d'avoir des transports en commun qui les rapprochent des transports urbains. Mais je crois que ce n'est pas en faisant grossir la communauté urbaine, parce qu'on n'aura jamais la bonne taille, et il faut que l'on trouve des accords avec ces communautés de communes et le département. Moi, je suis partisan d'avoir des communautés de communes suffisamment importantes et structurées autour de Nantes. Et moi, je suis assez favorable, même je pousse à ce que les communes du vignoble se regroupent dans une communauté, si possible, à 28. Parce que c'est plus facile de s'organiser entre communauté urbaine à 24 et une communauté de communes à 28. On a la communauté de communes d'Ancenis qui est bien organisée. On a sans doute des choses qui pourraient évoluer au nord de Nantes. Il y a Erdre-et-Gèvres, il y a Blain, il y a le secteur de Cordemais. Les choses ne sont pas finies, sans doute, là.
Ce matin, j'étais à nouveau avec les Nazériens et les habitants du secteur de Savenay. Officiellement, il y a des questions qui ont été posées en vue de rapprochement éventuel. Moi, je trouve ça plutôt intelligent. La communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, c'est 10 communes. Franchement, il faudrait qu'ils fassent plus. Hein. Bon. Sur le sud, on a une série de communautés du côté de Grandlieu et du Pays de Ré, avec un SCOT qui recouvre 6 communautés sur le Pays de Ré. Je crois que le SCOT est un bon outil. Le SCOT est un bon outil et il peut être encore amélioré. Il doit être amélioré sur toute l'approche environnementale. Il peut être amélioré sur l'approche notamment commerciale. Le nôtre le sera bientôt. Et le SCOT doit faire en sorte que l'on ait un projet de vie sur un grand territoire. Et ce projet de vie, il doit recouvrir plusieurs communautés. Est-ce que celles-ci peuvent se regrouper ? À un moment, il était question d'un regroupement entre, je vous donne les chefs-lieux, Pornic, Sainte-Pazanne, Saint-Brévin. Ça peut être intéressant. Maintenant, vous savez, c'est pas si simple que ça, les relations entre les uns et les autres. Je crois qu'à un moment, il faut dépasser un certain nombre de contingences locales. Et alors, je vais essayer de répondre à votre question. Se prépare une loi, dit Acte 3 de la décentralisation, préparée par Marie-Lise Lebranchu. Dans cette loi, Acte 3 de la décentralisation, un certain nombre de grandes agglomérations seront reconnues comme métropoles. Alors évidemment, il y a Lyon. À Marseille, l'État a dit c'est fini le bazar à Marseille, il y aura une métropole dite Eurométropole. Et question aujourd'hui posée pour Lille, ce sont des métropoles millionnaires. Hein. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent mieux que nous. Ensuite, il y a envisagé dans le texte des communautés métropolitaines dont nous voulons être et qui seront sans doute possibles, avec Toulouse, Bordeaux et Strasbourg, Nice. Hein. Donc c'est cette échelle-là. Hein. Les compétences ne sont pas extraordinaires, mais bon, le projet de loi sera discuté, et notamment les compétences vis-à-vis de la région. C'est pas pour prendre plus de compétences aux maires. Moi, j'entends bien vos propositions, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont quand même bien traités quand ils sont traités au niveau communal. Je brasse un petit peu vos questions. Moi, je veux bien que la petite enfance soit traitée au niveau communautaire, mais le suivi est quand même commune par commune. Hein. Ce qui manque sans doute, c'est un niveau de proposition qui soit le même à l'échelle de l'ensemble des communes qui constituent la communauté urbaine, notamment. Pour moi, il y a 2 voies. Il y a 2 voies et je ne sais pas ce que le gouvernement et le Parlement vont finir par décider. Ou bien on augmente le transfert de compétences des communes vers la communauté. Et je viens de vous dire que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Ou bien il y a une solidarité financière interne. C'est-à-dire qu'entre les communes qui constituent la communauté urbaine, il y ait un peu plus d'échanges financiers. À un moment, il y a, dans le gouvernement précédent, sous le précédent président de la République, il avait été envisagé que la dotation globale de fonctionnement soit versée à la communauté, à charge pour elle de la répartir entre les communes. C'était peut-être un peu provoquant, mais je n'ai pas trouvé ça si idiot que ça.
actuellement, on vit dans l'agglomération avec des niveaux de revenus par commune, par habitant, qui sont assez différents. Alors, évidemment, la ville de Nantes a plus de responsabilités que la commune de Saint-Léger-les-Vignes, qui est la plus petite. Mais franchement, entre la commune de la Montagne, qui est sur son rocher, et qui regarde la Loire, et la commune d'Indre, qui est sur son autre rocher, et qui regarde l'entreprise de la DCN, ben, il n'y a pas les mêmes revenus. Vous connaissez bien le sujet, vous. Saint-Jean-de-Boiseau était pareil, hein, puisque de Boiseau, on voit la même chose. Je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait quelque chose qui soit un fonds de péréquation interne à la communauté urbaine. Bon, je suis président de la communauté urbaine. Les élections municipales sont en mars 2014. Je ne vais pas aujourd'hui révolutionner le système. Mais j'ai demandé au service de la communauté urbaine et j'ai demandé au service des communes de travailler sur cette question pour qu'elle puisse être à l'ordre du jour des prochaines équipes municipales et communautaires. Parce que une solution aux questions que vous posez, c'est sans doute d'améliorer les ressources de chaque commune. Bon. Ce qui n'empêche pas d'avoir sans doute des collaborations. Bon, je ne vais pas vous citer entre autres la petite enfance, là il faut qu'il y en ait dans chaque commune. En matière sportive, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir les mêmes activités dans chaque commune. J'ai entendu parler de rapprochement du côté de l'Est, là. Mais je ne sais pas si c'est allé bien loin. Entre les clubs et les communes, je cite Sainte-Luce-Thoiret, Mauves, Carquefou, peut-être pas dans le coup, mais il devrait l'être. C'est vrai qu'à l'échelle de ces territoires-là, on pourrait avoir globalement une proposition qui puisse être complète, par entente entre les clubs. Mais vous savez, il y a un certain nombre de dirigeants sportifs dans la salle. C'est pas toujours aussi facile de s'entendre entre dirigeants de clubs. Parfois, c'est peut-être plus simple de s'entendre entre maires, mais bon, les choses demandent du temps. Moi, je crois qu'on va être obligé d'y aller. On va être obligé d'y aller parce que, je reviens aux finances, l'État français n'a plus les moyens de nous assurer les dotations de fonctionnement. Il nous l'assure le même montant pour 2013 et on sait très bien qu'en 2014 et 2015, ça va baisser. Donc la seule solution de s'en sortir, c'est collectivement de s'organiser et de se serrer les coudes. Donc c'est pour ça que je prépare quelque chose qui sera disponible pour les élus de 2014. Je ne sais pas si j'en serai, mais moi je prépare. Je prépare. Donc sur la gouvernance, il y a quelque chose dont on ne mesure pas encore les effets, c'est la transformation du syndicat mixte du SCOT en pôle métropolitain. De Nantes à Saint-Nazaire, là. Et on a la capacité de faire des choses ensemble sur la base des compétences que l'on a déjà ensemble. Alors, je réponds à des questions qui ont été posées très justement. Ce pôle métropolitain, il est surtout sur la rive nord de la Loire. Moi, j'ai demandé ce que l'on puisse envisager. Alors, je ne sais pas encore comment. Notamment tout le secteur de Sud-Estuaire, Saint-Brévin. Petit lettre dans le pôle métropolitain. Mais pas l'obliger, hein, s'ils le veulent. Je crois qu'on a des sujets en commun. On est de part et d'autre de l'estuaire. L'État a un projet de réserve nationale. Réserve nationale sur l'ensemble des marais. J'ai entendu beaucoup d'expressions, notamment de ces territoires-là, dire « Ah non, pas de réserve nationale, c'est trop contraignant. Un parc naturel régional. Parc naturel régional, on a un qui fonctionne bien en Brière. Bon.
Moi, je crois quand même qu'à l'échelle française, notre territoire est un territoire qui est fortement marqué par la présence des zones humides fortes. La Brière, les marais de la Loire, le lac de Grandlieu. On ne trouve pas beaucoup d'estuaires où on a tout ça. Bon. Moi, je crois qu'il faut que l'on puisse regarder cet ensemble-là. L'État a bien sûr une responsabilité, mais je crois que nous, ici, les acteurs locaux, en discutant avec les agriculteurs, notamment, et c'est même une difficulté sur la Brière. Autrefois, on coupait les roseaux et on creusait pour retirer la tourbe. Maintenant, comme il n'y a plus ces activités humaines, la Brière se transforme un peu. Et sur les marais de la Loire, heureusement que les agriculteurs sont là pour d'abord faire fonctionner tous les étiers et les canaux. Donc ce n'est pas une réserve pour dire maintenant il n'y a plus aucun homme qui rentre dedans. Bon, il y a le problème de la chasse, de la pêche, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas, à l'échelle de ce grand territoire estuarien, donc peut-être dans un pôle, trouver des formes de collaboration. Et puis, bon, on a un port qui essaie de s'adapter. On a des zones d'activité. Il y en a une qu'il faudrait sans doute pouvoir réaliser sur la Vasière de Méan, le Grand Tourteau. C'est un des sujets que nous aurons collectivement. C'est pas si loin que ça de nous. Ça fait partie de l'activité du port qui concerne aussi les Nantais. Le Grand Tourteau, Vasière de Méan. La zone du Carnet. Est-ce que c'est une zone de production pour les éoliennes qui seront ensuite installées en mer? Enfin bon. Là, on voit bien qu'on est sur un territoire qui est sur la rive nord et sur la rive sud. Et qu'il faut que l'on trouve des modes de gouvernance communes. Je crois que le pôle métropolitain, c'est pas si mal que ça, finalement. Ça peut donner des effets. Ça peut produire un peu plus d'intégration à terme, je n'en sais rien. C'est si vrai que, si j'ai bien compris, l'État français envisage ce genre de solution pour la banlieue parisienne. Et bon, il paraît que... Enfin, j'ai déjà dit à plusieurs instances nationales, franchement, nous, dans les grandes villes de province, on a su résoudre nos problèmes. Si les banlieues parisiennes, je dis les banlieues parce que pas toutes identiques, banlieues parisiennes étaient capables de s'organiser comme nous, on l'a fait, il y aurait déjà eu un pas. L'État a l'air de s'y intéresser en préconisant le pôle métropolitain. Bon, c'est une solution. Maintenant, en 2030, moi je ne sais pas quelle sera la structure de décision et de pouvoir. Moi, ce que je connais depuis 10 ans, c'est qu'au-delà de son territoire, sa commune, sa communauté, il faut discuter avec les voisins. Il faut de toute façon discuter avec les voisins. Il faut trouver des accords avec les voisins. Avec le vignoble ou le pays de Ré, on se comprend bien. Et on a avancé un certain nombre de choses. Avec d'autres territoires, c'est plus difficile. Et il faut aussi je vous parlais tout à l'heure des villes de l'Ouest, il faut aussi qu'on trouve un mode de gouvernance. On a mis en place ce pôle métropolitain Loire-Bretagne entre 5 villes, 5 communautés plutôt. Angers, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Brest. Sans doute que ce pôle métropolitain, il faut qu'il s'agrandisse. S'agrandisse ou il coopère avec d'autres villes. Est-ce que l'instance doit incorporer statutairement d'autres villes ou est-ce qu'il faut qu'on trouve les bons accords avec Saint-Brieuc et Châlons? C'est plutôt ça qu'il faut faire. Alors, j'ai essayé de vous donner un peu quelques éléments de ma conviction sur la gouvernance, sur la forme de la ville. Je crois vous en avoir parlé un peu. Il faut constituer des territoires de vie sociale, de vie locale. Et pour cela,
il faut que l'on puisse avoir dans un rayon assez proche de quelques centaines de mètres d'un kilomètre beaucoup de choses disponibles pour la vie courante, la vie hebdomadaire, voire une bonne partie de la vie mensuelle. Évidemment, si on a envie de se faire plaisir, on ne va pas trouver un cinéma dans chaque quartier. Mais évidemment, on sort. Hein. Mais il faut qu'on arrive à organiser ces synergies et ces croisements. Et je crois beaucoup au PLU métropolitain. Alors, un certain nombre de maires, la délibération va être présentée aussi normalement au Conseil communautaire du 14. Un certain nombre de maires disent attention, c'est pas pareil. Un plus intercommunal où chaque commune a son document adapté, c'est pas pareil qu'un plus métropolitain. Pour moi, si. Franchement. Je vous disais tout à l'heure, moi je suis partisan d'adapter la proposition d'évolution de l'urbanisation à chaque situation. On ne construit pas pareil à Indre ou à Basse-Goulaine, que voulez-vous. On adapte le règlement. Hein. Et là-dessus, moi, je n'ai pas... Alors là, j'ai aucune angoisse. Aucune angoisse. Et l'intérêt du plus métropolitain, ce qui est une obligation, hein, je ne vous ai pas expliqué ça, c'est que l'on doit obligatoirement intégrer le programme local de l'habitat, intégrer le plan de déplacement urbain. Et je rajoute, moi, quelque chose qui n'est pas dit par la loi, le document d'aménagement commercial, c'est-à-dire les perspectives d'évolution de chaque commerce. On doit intégrer de nouvelles dispositions en matière environnementale sur, bien sûr, le recensement des zones humides, leur préservation ou leur évolution, et surtout ce qui est plus délicat, parce qu'on n'a pas tant approché que cela, ce qui est appelé par les techniciens la trappe verte et bleue, que je vous traduis, l'inventaire de tous les boisements et des animaux qui vivent dans ces boisements. Alors, je ne sais même pas si ça suffit, parce que j'ai eu une expérience à Rezé pour faire une voirie dans un secteur qui est en friche depuis longtemps. On a trouvé une espèce protégée, le lézard des murailles. Le lézard des murailles, on en a plein partout, mais il était là, il avait son territoire. Donc il faut sans doute qu'on le déplace un peu, ce lézard des murailles, mais on a ce travail-là de cohérence à faire sur l'ensemble des 24 communes. Et certainement que ça va plus loin. Parce que quand on approche, ça c'est une évolution de ces derniers temps, et le débat sur l'aéroport est en plein dedans. Quand on approche ces données-là, on ne regarde pas la commune. On ne regarde même pas 2-3 communes. On s'intéresse à tout ce qui se passe entre le lac de Grandlieu et puis la Loire. Hein, parce que tout communique. Du plateau, ça descend vers le lac de Grandlieu ou ça descend vers les marais de la Loire, ou bien entre les marais de Goulaine ou la Loire. Enfin, on est vraiment sur des grands territoires. Et ça ne peut se régler au minimum que dans un plus métropolitain. Et moi, je dis au niveau national, dans les réunions où je vais, que je souhaiterais que le législateur l'impose aux communautés d'agglomération. Parce que je sais qu'un certain nombre d'élus de ces communautés d'agglomération reconnaissent que c'est une avancée, parce que c'est une avancée de cohérence, c'est une avancée qui structure le territoire, mais il est difficile d'avoir des accords locaux pour y passer. Et donc, vous savez, dans les négociations politiques, souvent on dit mettez-le dans la loi, si c'est dans la loi, on l'appliquera. Et moi, je crois qu'il faut pousser l'intérêt de cette loi sur la décentralisation, c'est de pousser les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à être plus cohérentes et à avoir des outils qui permettent d'avoir une structuration de leur projet de territoire pour 10 ans, pour 20 ans. Voilà un peu pour moi, aucune angoisse sur le PLU métropolitain. Alors, est-ce que j'ai répondu aux autres? Alors, la jeunesse.
l'économie, je crois en avoir un peu parlé. La jeunesse, c'est vrai. Bon, moi, je n'ai pas une vision complète de cet aspect des choses. J'ai vécu quelques expériences arrosées avec unicité. Je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les jeunes qui sont volontaires pour faire quelque chose et puis ceux qui accompagnent ces jeunes et ceux qui ont une responsabilité et qui connaissent leur territoire. C'est pas pour que les élus disent voilà ce qu'il faut faire. C'est pour avoir une bonne connaissance des milieux où on intervient. Parce que il y a plein de choses à faire. Moi, vous l'avez compris, je suis assez planificateur et j'aime bien que les choses durent après. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un coup. On n'est pas là pour donner un peu de bonheur pendant un moment et un peu d'espoir et puis repartir. Il faut que ensuite ça continue, ça serve et que les choses soient organisées. Donc moi, je crois que c'est un peu là la difficulté. Alors, avec les organisations que vous avez citées. Maintenant, je comprends les jeunes pris individuellement. Les jeunes ont aujourd'hui quelques difficultés à se projeter dans l'avenir et quelques difficultés à avoir des perspectives d'installation. Il est de notre devoir à nous d'en proposer. Et bon, on peut le faire à notre échelle. Le gouvernement en propose. Nous avons ce devoir, et j'ai bien conscience que l'on n'a pas réponse à chacune des situations. Mais je ne voudrais pas finir sur cette note pessimiste. Je voudrais vous dire que ici, je crois à Nantes, on est volontaire pour faire en sorte que sur notre territoire, on arrive à trouver des solutions. Et je crois que c'est ça la force du projet Nantes 2030, Ma ville demain. Il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires. On nous dit, vous avez fait tout ça pour inventer ça. Peut-être, mais on en a la volonté ensemble. Ok, merci. Il y a peut-être une dernière question, mais on y reviendra, je pense, après, qui est celle de comment on ajuste en permanence ce projet de territoire, puisque là, on fait un exercice, on se projette à 20 ans, on sait très bien que, évidemment, on n'arrivera pas là, exactement là où on l'avait imaginé, et sans doute, il faudra quelque part ajuster, et donc on pourra en revenir peut-être sur cette question dans la fin de l'échange, mais donc je voudrais maintenant vous donner la parole. Je voudrais remercier Gilles Rothière d'avoir donné sa vision, parce que j'ai trouvé très intéressant, il a beaucoup personnalisé cette vision, et donc je vous en prie, allez-y. Jean Renard, oui. Oui, donc je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur le périmètre de gouvernance. En tant que géographe, c'est une question qui m'intéresse. Alors curieusement, vous n'avez rien dit de la DTA. Or, il y avait là, je pense, cette directive territoriale d'aménagement promue par l'État, un territoire, je ne dirais pas pertinent, parce que je n'y crois pas beaucoup au territoire pertinent, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, toute limite est rapidement dépassée dans une économie dynamique comme la nôtre. Mais quel périmètre, en quelque sorte, vous paraîtrait correspondre à vos vœux pour ce Grand Nantes? Vous avez oublié, semble-t-il, aussi le littoral. Or, moi, il me semble que le littoral, l'estuaire industriel et la ville tertiaire de Nantes, tout cela constitue un ensemble. Et j'y ajoute volontiers un Grand Nantes qui dépasserait un petit peu le département au sud, dans la mesure où le Choletais et le Nord-Vendée, aujourd'hui, ont basculé vers l'estuaire pour des raisons de sous-traitance avec les grands donneurs d'ordre. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous envisagez de faire des élections à une échelle autre que les échelles actuelles, et notamment l'échelle soit de la communauté urbaine, soit du Grand Nantes? Parce que l'acte 3 de la décentralisation, j'en terminerai par là,
c'est quand même assez jacobin en définitive. Parce qu'on n'est pas libre de s'organiser nous-mêmes comme on le souhaiterait. Il faut que l'État nous dise, vous serez pôle métropolitain, alors ça va être Lyon, Marseille, Lille. Ensuite, il y aura une deuxième division où il y aura Toulouse, Bordeaux, Nantes, puis une troisième. Vous voyez, on pourrait peut-être s'organiser ici dans l'Ouest, compte tenu de nos spécificités historiques et géographiques, à notre façon, et non pas à la façon forcément de Paris. Je vais peut-être répondre tout de suite. Merci. Merci de me rappeler qu'il y a un certain nombre de sujets que je n'ai pas évoqués. Le cas de Lyon est un peu particulier. Lyon, l'agglomération, c'est je crois 80%, 75 ou 80% du département. Et ce qui est dans la loi, c'est de donner au Grand Lyon les compétences du département et de la région sur son territoire. Donc ce n'est pas quelque chose que nous revendiquons, nous. Nous, communauté urbaine, nous ne voulons pas prendre les compétences de... La population souhaiterait. Oui, d'accord. Donc là, excusez-moi, je vais répondre un peu plus. Alors, ensuite, moi je suis intervenu à plusieurs reprises, notamment une fois devant le président de la République, pour souhaiter une élection au suffrage direct. L'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on est très près de l'élection de mars 2014. Manuel Valls va présenter une loi qui va modifier un certain nombre d'élections, notamment pour les départements et les régions, puisque le conseiller territorial va être modifié et qu'il y aura un nouveau mode d'élection pour le Conseil général. Et donc, le président de la République a dit très clairement, en 2014, ce sera le fléchage. C'est-à-dire que sur la liste des municipales, a priori, sur la liste des municipales, seront fléchés, alors je ne sais pas encore comment, les conseillers candidats qui iront à la communauté. Et donc sur la liste que vous aurez, vous devrez sans doute voir apparaître ceux qui sont appelés à aller à la communauté. Et l'étape d'après, en 2020, ce sera une élection au suffrage universel direct. Bien. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en plus, le président de la République a indiqué que dans les communautés, chaque commune devrait être représentée. Pas de problème pour nous à 24. Mais à Lille, c'est 85. 85. Et donc, à un moment donné, je crois que l'on va vers deux instances. On va vers un exécutif de la communauté et on va vers un conseil des maires. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je ne crois pas qu'il faille transférer toutes les compétences des maires à la communauté. Et il faut, à mon sens, qu'il y ait un conseil des maires qui traite de compétences qu'ont conservées les maires. Ça se passe ces derniers temps. Je vais vous en citer quelques-uns, mais s'il vous plaît, ne me demandez pas sur le fond de détailler après. Nous avons des occupations illégales de Rome, de ci, de là. Ce sujet est du pouvoir de police de chaque maire. Mais il est évident que nous devons avoir une concertation entre les maires à l'échelle du territoire. Le gouvernement va nous sortir une loi qui va nous obliger à changer le rythme scolaire. 2013 ou 2014. Bon. Évidemment, chaque commune peut faire ce qu'elle veut, mais presque ce qu'elle veut. Mais c'est plus intelligent d'essayer d'avoir une concertation en commun. C'est une concertation, donc là, au niveau des maires. Et puis, bon, il y a plein de sujets de cet ordre. C'est possible que ça arrive dans la loi, ça. Un exécutif des communautés plus restreint et à côté un conseil des maires. Parce qu'il y a beaucoup trop de vice-présidents actuellement. Donc voilà quelques évolutions. En ce qui concerne le périmètre de la DTA, moi je partage votre point de vue. La DTA, c'est le dire de l'État, ce que l'État veut sur ce territoire. Je ne sais pas s'il va en Vendée, mais il allait déjà dans le Maine-et-Loire. Il y a une partie du Maine-et-Loire qui était incorporée dans la DTA et que l'on frôle certains territoires, mais c'est plutôt la Varenne et ce Chantoceau, ce secteur-là. Qu'on aille plus près du Choletais ou du Chaland me paraît assez logique, puisqu'on est dans l'environnement nantais.
Maintenant, c'est l'État qui décide de son périmètre. Mais moi, j'ai la volonté de discuter à cette échelle-là. Le 6 octobre, à Rezé, on a fait une réunion avec l'ensemble des communes du Sud-Loire en allant jusqu'aux communes qui étaient quasiment vendéennes ou choltaises. Parce que c'est un territoire global de vie. Hein. Je ne sais pas si vous aviez une autre question. Dieudonné Siwa, Monsieur le Président, dans votre propos d'introduction, vous êtes défini comme étant un homme politique avec la volonté de travailler et de construire avec l'ensemble des acteurs et des politiques. Cette phrase m'a beaucoup plu et je vais retenir ça pour constater plusieurs choses. Vous nous avez permis d'assister à vos débats au Conseil communautaire. Il y a des élus de la majorité qui viennent ici, qui complètent certaines parties de ces débats sur des sujets assez importants. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les élus de l'opposition, je ne sais pas s'ils ont été invités ou s'ils ont la possibilité de venir ici, mais on n'a jamais vu ça. Et je voulais travailler là-dessus pour dire que tout à l'heure, vous avez parlé du projet Notre-Dame. Vous avez dit là-bas, tout le monde était tombé d'accord. Et dernièrement, je suis allé à Rezé, au 20e anniversaire de votre conseil communautaire. On a vu que plusieurs élus d'opposition étaient venus. Ils étaient venus parce qu'ils avaient été invités. Et ils sont venus. Et la question que je me pose ici, c'est ça. Puisqu'on parle de débat, il serait judicieux que ces personnes soient présentes. Et je voulais savoir si Monsieur le Président pourrait travailler dans ce sens. Je vais peut-être répondre puisque c'est le Conseil de développement qui invite pour ces soirées, Dieudonné. Donc c'est totalement ouvert et les élus de l'opposition savent parfaitement quel est le programme de nos travaux. D'ailleurs, lorsque vous étiez là avec M. Rimbert, il y avait des élus de l'opposition qui étaient présents. Et donc, nos soirées, nos séances ne sont pas réservées à une seule couleur politique, je vous rassure. Et donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de représentants de l'ensemble des composantes de nos conseils respectifs, il ne faut pas hésiter à faire passer l'information, leur dire qu'ici, c'est ouvert et il n'y a pas de réserve par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot. Michel Jouvet, Monsieur le Président, votre intervention relève à mes yeux d'une grande qualité de réflexion sur le futur du territoire, indépendamment d'un certain nombre de contingences. Je voudrais vous faire surtout deux remarques et deux suggestions. Vous avez parlé de la petite enfance. Nous sommes sur un territoire, vous l'avez évoqué, Sainte-Luce, Thoiry et Mauves, Carquefou, pourquoi pas. Mais sur ce territoire, ce n'est pas qu'une question de ressources financières. Vous l'avez abordé sous cet angle-là. C'est aussi la question d'avoir une offre qui soit cohérente, parce que les limites communales ne correspondent plus aux limites, au mode de vie des habitants. Et il serait intéressant d'avoir des offres plus communes. Alors, même si les compétences restent communales, on gagnerait peut-être au niveau de la communauté urbaine d'avoir, je ne sais pas, une charte métropolitaine de la petite enfance, quelque chose qui donne de la cohérence à l'offre. Sur un autre plan, je voudrais aussi attirer votre attention sur... vous avez parlé de la nécessité de se rapprocher des territoires de vie. Il y a une question, je participe à un conseil intercommunal de développement, celui dont j'ai parlé, et on se rend compte que chez les habitants, il y a une incompréhension, voire une défiance, voire une méfiance par rapport à la métropole qui leur semble loin d'eux. Et je crois que dans les réflexions que vous préparez pour 2014, cette question de l'appropriation par les habitants de la communauté urbaine, de la métropole, est une question extrêmement intéressante pour le devenir de la métropole. Et en particulier, concernant le plus métropolitain, pour y avoir un petit peu réfléchi avec mes amis, je crois qu'il y a des vrais territoires de vie à l'intérieur de notre métropole. Le nôtre en est un, je lance une autre idée. Je pense qu'il y a aussi des choses à faire entre Saint-Herblain, Couëron et Inde, parce qu'il y a aussi des structurations communes des grands équipements de transport, d'habitat. Et peut-être que ce futur plus métropolitain devrait aussi avoir, la loi le permet,
une certaine approche intersectorielle entre les communes pour prendre en compte ces territoires de vie. Et je crois que ça doit aussi vous interroger dans la perspective après 2014. Ça doit aussi, enfin, nous interroger sur l'évolution des pôles de proximité de Nantes Métropole, qui me semble aujourd'hui très, très, très mal compris, très mal approprié des citoyens, des habitants de la métropole. Et peut-être que dans cette réflexion sur le futur plus métropolitain, sur une approche de territoire de vie, intégrer une réflexion aussi sur le devenir des pôles de proximité pour que ceci soit mieux compris, peut-être plus proche des habitants de la métropole, est aussi une question à se poser. C'est pas très simple tout ça. D'abord, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces derniers temps, la communauté urbaine, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui fonctionne avec les maires. Et bon, on a pu le voir l'autre jour à Rezé, là, puisqu'il y a eu un débat sur les formes de démocratie participative. Les maires s'y prennent de façon différente dans une commune pour dialoguer avec la population. Moi, je souhaiterais, et ce sont les maires qui, aujourd'hui, parlent des actions de la communauté urbaine sur leur territoire, sauf grand projet, sauf évidemment si on fait un chronobus, quoi, hein. Mais sinon la vie courante de la communauté urbaine, ce sont normalement les maires qui le portent. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce système-là va un peu évoluer. On restera toujours avec un établissement public de coopération intercommunale, mais il y aura des vice-présidents qui assumeront des politiques publiques et tous les maires ne seront pas forcément vice-présidents. Ça, sans doute, pour 2014, pour partie, beaucoup plus sûrement en 2020. C'est, je crois, je ne sais pas si tout le monde a compris, parmi les élus, mais je crois qu'on va vers cela. Donc à ce moment-là, le vice-président en charge d'une politique publique, il doit aller la présenter et puis la défendre. Les pôles communautaires. Je reconnais que ces pôles communautaires, c'est un peu l'histoire. La communauté urbaine est récente, mais c'est peut-être pareil dans les autres communautés urbaines plus anciennes. On a beaucoup de technicité, voirie, réseau et choses de ce genre, c'est-à-dire le train-train, des choses d'aménagement dur, quoi. Mais sur la vie, les pôles communautaires ne sont actuellement pas branchés. On commence à avoir des personnes qui sont en responsabilité de la vie économique et de la vie sociale, mais c'est ça qui est sans doute pas au point. Vous avez raison, le PLU métropolitain peut permettre d'avoir des présentations intercommunales. Ce que le PLU que j'ai fait là avec tous les maires en 2006-2007, ce n'était pas le cas puisque le territoire était chaque commune. Là, maintenant, on va pouvoir. Et il est évident que le territoire de vie, c'est le territoire. Je prends votre secteur, c'est Doulon, Saint-Joseph-de-Porterie, Carquefou et Sainte-Luce, Thouars-et-Mauves. C'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner, qu'on essaie de raisonner. Et puis, de l'autre côté, je n'ai pas bien réussi. De l'autre côté, il y a effectivement Saint-Herblain, Indre, Couéron, mais quand on est sur la route de Vannes, de l'autre côté, il y a Orvaux et Sautron. Donc, moi, je souhaiterais avoir l'ensemble. Mais bon, je crois que ça viendra un jour, quoi. Hein, mais ça se construit avec un peu de patience parfois. Bonsoir, Monsieur le Président. Yves Lenné. Je souhaiterais surtout me faire pardonner et surtout ne pas vous parler de franchissement. Voilà. Et puis redescendre un petit peu à un niveau plus bas, si vous voulez, à la limite celui du quartier.
Je me suis pas mal préoccupé de ce que pouvait être la philosophie des grandes orientations de Nantes Métropole en ce qui concernait, et puis comme j'ai vu que c'était trop grand pour moi, je me suis limité à l'endroit où je suis né, c'est-à-dire Chantenay et toute cette zone pour laquelle on a eu des orientations. Ça commence en 2009, si vous voulez, pour moi. Enfin, ça commence bien avant, mais en 2009, ces grandes orientations prévoyaient, avaient le grand mérite, je pense, de situer des enjeux de développement et pour l'habitat et le renouvellement de la ville sur elle-même en termes de développement durable, de lien avec le fleuve, de transition entre le haut et le bas Chantenay, de prise en compte de la mémoire industrielle, etc., etc. Ça, ce sont les textes officiels. Et puis, c'est en suivi un silence, un certain silence, et où on n'a pas trop su ce qui se passait, du moins moi, j'ai pas trop perçu ce qui se passait, jusqu'au 19 octobre dernier, où le Conseil communautaire avait à l'ordre du jour le point numéro 4, bas Chantenay toujours, la définition des objectifs et des modalités de concertation préalables à une zone d'aménagement concerté, conception urbaine, désignation des membres élus du jury. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que nous sommes, nous, là-dedans, Conseil de développement et qu'est-ce qui est en cours? Et c'est là que j'ai fait une recherche sur tous les projets, tous, je n'ai pas trouvé tous, mais j'en ai bien trouvé une quinzaine d'idées de gens qui, soit spontanément, soit parce qu'ils sont architectes, étudiants architectes, ou qui s'intéressent seulement à leur ville, c'est mon cas, et se sont un petit peu dépensés et ont pondu divers textes dans diverses orientations, dont diverses orientations pour ce quartier. Moi, je me suis un peu spécialisé dans Misery quai Saint-Louis. C'était un peu mon centre d'intérêt. Mais ma question est générale. Après avoir fait ce travail, qu'est-ce qu'on devient? Il y a à Nantes Métropole, cela a été décidé le 14 octobre, donc un jury, j'ai pas lu les délibérations, je ne sais pas si elles ont été publiées. Enfin bon, il y a des dossiers que l'on pourra consulter. J'ai essayé par exemple de consulter le dossier d'un certain Pierre Gauthier qui en 2008, je crois 2008-2009, était intervenu. Yves, on va. Je pense oui, que ta question. Mais je suis trop long. Oui, pardonnez-moi. Donc, en gros, la question, je vous l'ai exprimée, c'est que devenons-nous, nous, voilà. Conseil de développement, qui avons des idées et qui sommes prêts. Voilà, comment les citoyens qui s'intéressent à un quartier citoyenne. Peuvent finalement faire remonter leurs projets, comment seront-ils éventuellement pris en compte? Moi, je n'ai pas réponse à tout. Et là, c'est un quartier nantais ou un grand quartier nantais. Normalement, il doit y avoir un dispositif de concertation CCQ sur le quartier. Mais bon, hein, vous y êtes. Maintenant, moi, je regarde ça de l'autre côté, quoi, hein, un peu avec une petite distance. Il y a plusieurs quartiers dans Chantenay, à mon sens. Il y a bien plusieurs quartiers. Il y a plusieurs lieux de vie. Enfin, il y a Zola, il y a votre quartier, là, il y en a d'autres. Ce que vous évoquez, c'est une étude sur le secteur des prairies basses, hein, qui concerne des espaces qui sont plutôt pour partie en déshérence, pour partie en activité. Avec sans doute une évolution
vers un aménagement mixte d'habitats, d'activités diverses sur le secteur de la Meuse jusqu'à Armor, jusqu'à la gare de Chantenay, avec des lieux qui sont des lieux historiques, qu'on ne voit pas toujours. Le premier moulin, le premier grand moulin, vous le connaissez, vous. Mais bon, par exemple. Donc là, il y a tout un travail d'analyse sur comment ça se compose et qu'est-ce qu'on y met. Et on en est au tout début. On en est au tout début. A priori, on est sur une démarche assez similaire à celle de l'île de Nantes et des îles de Rezé. Donc il y aura des débats qui seront organisés dans le cadre sans doute d'une ZAC. La partie la plus à l'ouest est quand même très liée à des activités, parfois même des activités un peu lourdes. Donc il s'agit de voir comment, un peu quelle est la limite entre ces deux territoires. Et je me fais l'écho du maire de Nantes, parce qu'il le dirait s'il était là. Il veut voir aussi comment ce territoire bas est en relation avec le coteau, et même en allant jusqu'au secteur de Bellevue nantais. C'est-à-dire comment on a des perméabilités, des possibilités de circuler, à pied plutôt qu'à voiture, entre la ZUB de Bellevue, les coteaux et la partie basse. Et comment on organise cela? Et quels sont les lieux de vie? Je ne voudrais pas que vous alliez plus loin. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, notre démarche citoyenne? Il y a un projet qui a été confié à Marcel Smet qui s'appelle la cohérence des deux rives. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est venu ici. Moi, je trouve que ce genre de sujet est intéressant parce que là, on parle de la vision de la ville, l'île de Nantes, bien sûr, mais aussi la rive sud et aussi la rive nord. Et là, on a, je crois, besoin d'avoir les avis des uns et des autres. Ensuite, c'est plutôt du conseil consultatif de quartier de la commune, quoi. Oui, je pense que la réponse, elle est là. C'est-à-dire que si on a des propositions à formuler, c'est plutôt vers Marcel Smet et son équipe qu'il faut les faire remonter, me semble-t-il. Alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors, on va peut-être prendre 3 questions, parce que la soirée s'avance. Alors, dans le fond, oui. Bonsoir. Je vais ramener, moi, le débat plutôt. On est passé au quartier, moi, je passe à l'individu. Je suis une mère de famille qui a 3 enfants, qui est au RSA, qui galère pour les élever. Je serais jamais venue là, normalement, mais j'ai entendu parler de la ZAD. Je m'y suis déplacée, j'ai été voir. J'ai vu comment ça se passait. Vous deviez ça vous étonne pas trop qu'on est là pour l'aéroport plutôt que pour autre chose, nous, donc on va parler, parce que là, nous, on nage un peu. Franchement, quand on vous entend parler, c'est chaud à suivre. Oui, c'est lourd. Alors, donc, nous, on était là pour parler de ça, dans la mesure où, si j'ai bien compris, votre démarche, c'est vous voulez vous rapprocher des citoyens pour leur demander leur avis et faire des choses avec eux. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend qu'un son de cloche au niveau des médias par rapport à ce qui se passe. Et comme je vous l'ai dit, j'y suis allée. Donc moi, j'ai mon idée à moi, mais je me la suis fait. J'ai pas inventé le truc. J'ai eu l'impression que les gens sur place... Effectivement, j'ai entendu un truc tout au début que vous disiez. Le lien entre les gens, c'est lié au travail. Enfin, c'était une phrase comme ça, en tous les cas. Ces gens-là, ils n'ont pas de boulot. Je veux dire, ils gagnent pas d'argent, mais ils travaillent. Et j'ai jamais vu autant de liens que là-bas. Par contre, il n'y a pas d'argent, effectivement. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, puisqu'il y en a d'autres? Ouais, c'est moins intéressant. Ma question, c'est pourquoi ne pas poser la question aux gens qui habitent sur Nantes? Pourquoi ne pas faire un référendum et poser la question? Ce putain d'aéroport, on le veut ou on le veut pas? Parce que c'est quand même bien chez nous qui va être construit. C'est quand même bien sur la région qui va être construit. Et pourquoi ne pas demander aux gens? Si vous voulez demander aux gens ici,
Enfin, l'idée ici, c'est quand même de parler avec les citoyens lambda. Ok, Voilà, c'est ça, je la crois que votre question, question est claire, donc on va y venir. Alors il y a 2 autres questions devant, on va les prendre et puis le président répondra. Ouais, non, moi j'aimerais bien y aller là, parce que franchement, le reste, ça m'intéresse pas. Je m'excuse, hein. Je comprends rien de toute façon. Je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai 43 ans. Je suis un peu plus âgé que vous. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans et quelques mois, le grand débat a eu lieu. Et tous les citoyens ont pu y participer. Et donc ça, on peut plus y revenir. Ah bah écoutez, si on refait les débats tous les 10 ans, on n'avancera à rien. Hein. Donc moi, à un moment donné, il faut accepter que le débat ait lieu et qu'il a été conclu, et qu'ensuite il y a eu des procédures qui ont donné une conclusion. Ces procédures, elles peuvent être contestées devant les tribunaux. On respecte les procédures devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, le citoyen, il s'en fiche des tribunaux. Bah, c'est ce que vous dites. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que actuellement, il y a un certain nombre qui veulent remettre en cause des décisions qui ont été prises. Et qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est depuis 40 ans que ça existe, ça, monsieur, c'est pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, madame, que vous devriez écouter, et qui sont furieux en se disant, est-ce que ça va se faire ? Ouais. Est-ce que ça va se faire ? Parce que j'ai été voir des témoignages de pilotes, des gens qui s'y connaissent. Quoi. Nous craignons que ça ne se fasse pas, et alors ce serait une catastrophe que ça ne se fasse pas. Il faut entendre cela aussi. Non, la catastrophe, c'est que ça se fasse, justement. Mais essayez de raisonner globalement, je n'arriverai pas à vous convaincre, mais essayez de raisonner globalement, et voyez... oui, essayez de raisonner globalement. Combien y a-t-il de destruction d'espaces agricoles et d'espaces naturels ? 2000 hectares par an sur le département. 2000 hectares par an sur le département. Et faire un aéroport, ça va changer quelque chose, à votre avis ? Eh bien, si on transfère l'aéroport, on consommera moins d'espaces agricoles et naturels. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Bien. Je vous ai donné ma réponse. Allez, merci de repasser le micro, s'il vous plaît, pour les autres personnes qui ont des questions à poser. Ici, Brigitte. Brigitte. Allez, s'il vous plaît, on reprend le cours de nos échanges. Moi, j'ai une question simple qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit, et je m'adresse au président de la communauté urbaine. Dans la situation actuelle, les conseillers communautaires sont désignés par chaque conseil municipal. Dans la situation de demain, avec ce système de fléchage, est-ce qu'on n'a pas un risque, et là je parle très sérieusement, est-ce qu'on n'a pas, avec cette double casquette qu'on avait dans le système Sarko, conseiller territorial, avec cette double casquette conseiller communautaire, conseiller municipal, est-ce qu'on n'a pas, et on aura certainement, risque de conflit d'intérêts. Et ça me paraît un vrai problème qui n'est pas soluble dans je ne sais pas quoi. Alors on prend la question de... C'est la situation actuelle ? Non, parce qu'ils sont désignés par le conseil municipal. Ils ont une mission spéciale. Le risque est moindre. André Hubert. Oui, moi je m'adresse au président qui a dit tout à l'heure qu'il s'intéressait beaucoup à la planification. Donc c'est sur ce sujet-là que je vais intervenir. Et je trouve que l'intervention d'Yves Lenné était tout à fait intéressante pour des tas de raisons, mais en particulier parce qu'il a prononcé le mot de ZAC. Or, justement, la zone d'aménagement concerté, ça peut à tout moment mettre en doute, en cause et aller à l'encontre d'une planification prévue globalement et longtemps à l'avance. C'est un point. Et pendant très longtemps, l'urbanisme nantais, effectivement, a été fait de ZAC. J'en ai compté parfois jusqu'à 25 à la fois, et permettant chacune
Si, j'ai fait faire des études et je les ai faites moi-même, permettant chacune donc de remettre en cause la planification globale, de déroger, de modifier. Alors maintenant, ça s'appelle plus dérogation, ça s'appelle modification, ce qui change tout, mais c'est la même chose. Ça, c'est ma première question. Donc, finalement, au niveau de la communauté urbaine, je pense qu'il est essentiel que la communauté ait la maîtrise des ZAC. C'est une question. Deuxième aspect, ZAC, zone d'aménagement concerté, je ne sais pas si j'ai dit. Deuxième question, également en matière de planification, mais concernant le patrimoine, c'est la question, au niveau communautaire, bien sûr, d'une programmation, d'une planification, des objectifs en matière de politique du patrimoine. Et là aussi, il y a des instruments qui existent. Maintenant, ce sont les AVAP, ça s'est appelé les ZPPAUP. Maintenant, ce sont les aires de valorisation et de protection du patrimoine. Mais en gros, c'est la même chose, sauf que les élus locaux, ils jouent un rôle plus important qu'avant. Et j'aimerais savoir, finalement, ce que vous en pensez pour l'avenir de l'agglomération. Merci. Oui, sur la désignation des élus communautaires, moi j'ai poussé pour que ce soit une élection au suffrage universel. Donc, le reste, j'espère que ce sera transitoire et qu'on passera à une élection au suffrage direct. Sur les ZAC, tout dépend de la volonté du maire quand c'était communal. Maintenant, c'est communautaire. Toutes les ZAC, les zones d'aménagement concerté, sont communales. Et on a fait ce travail-là il y a 2 ans. Les ZAD aussi ? Les zones d'aménagement différé ? Oui. On a tout pris. On a tout pris ce qui concerne l'aménagement. C'est ça. Hein. Et on a intégré toutes les ZAC communales. Je ne sais plus quand, là, en 2009, non, quelque chose comme ça, ou 2010, 2009. Et on a repris les objectifs de chaque ZAC en fonction des documents qu'on avait. Programme local de l'habitat, plan de déplacement urbain. Et on a dit au maire, écoutez, vous faites peut-être pas assez de logements, vous faites pas assez de logements sociaux, pas assez d'accession abordable, on va remodifier un peu votre programme d'habitat. Hein, y a des ZAC plus ou moins grosses où tout n'est pas fini. J'en vois qui opinent du bonnet, là. Oui, il y a des ZAC où la mise au point n'est pas encore finie. Et il s'agit bien... La ZAC, ce n'est qu'un outil. L'outil doit être en conformité avec le PADD et le plan d'aménagement et de développement durable qui est intégré dans le PLU. C'est-à-dire que les objectifs en matière de composition sociale par les typologies de logement, ça doit être respecté dans chaque ZAC. L'organisation des services, des commerces, ça doit être intégré dans chaque ZAC. Et donc, c'est un travail qui est assez conséquent, qui est en cours, qui n'est pas achevé. En ce qui concerne le patrimoine, on a des bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont inscrits au patrimoine ou qui sont dans l'inventaire du patrimoine avec un rayon de 500 mètres. C'est un peu idiot. Hein, un peu idiot. Donc je crois que maintenant, le dialogue est plus précis avec les architectes des bâtiments de France. Ils portent un autre nom, je crois, maintenant, mais on les appelle toujours architectes des bâtiments de France. Et on a des adaptations de règlements avec des périmètres qui commencent à varier, hein, qui sont plus pertinents. Donc je crois que dans ce cas-là, il faut que l'on avance. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire le tour des communes, je vous l'ai dit, je crois, il y avait des communes où il n'y avait aucune protection, aucun bâtiment repéré, aucun élément de petit patrimoine repéré. Donc on a commencé à en faire, il faut continuer. Et sans doute qu'il faut, sur certains secteurs, avoir une protection paysagère plus forte. Il y a des bâtiments, mais souvent, c'est plutôt des ambiances à préserver. Donc, ce qui n'est pas loin de ce que vous préconisez. Hein.
Donc, je crois que ce dispositif, là, dont je n'arrive pas à retenir le nom, est... Action. Périmètre de protection du patrimoine modifié. Oui. Ça concerne le bâti. Ça concerne le bâti, mais il faut que ça concerne aussi l'espace public et le paysage, hein, parce que c'est un ensemble. Hein. Mais je suis d'accord. Oui, donc Grand Guillot, récemment retraité, donc c'est ce qui m'a permis de lire en détail tout ce qui concernait 2030. Je voudrais intervenir juste pour faire deux remarques. Je pense que dans le texte 2030 et jouer à la nantaise économique, j'espère que lorsque la communauté urbaine va acter plutôt un axe ou une orientation, il serait intéressant de mettre le terme transition écologique. Parce que je pense que vraiment ça manque, et je dirais pour preuve, il y a une petite erreur dans la partie agriculture, il suffit de lire ce qu'a été Acte, on dit que la PAC est liée à la production, non, elle est liée à la surface. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on remarque qu'il y a l'extension de l'urbanisme qui bouffe des terres agricoles, et aussi les friches. Or les friches, il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui investissent après dans l'immobilier dans les villes, parce qu'on paye la PAC par rapport à la surface. Et donc je pense que l'approche quand même transition écologique qui est reconnue par le gouvernement actuel à travers des déclinaisons, au moins celle de la transition énergétique, serait intéressante, parce que dans 2030, je n'ai pas trouvé du tout une réflexion sur le cycle de vie avec la responsabilité des collectivités pour initier. Je pense que le territoire s'applique par exemple, à l'urgence qu'il y a d'instruire le cycle de vie. Et je terminerai sur la remarque que monsieur, enfin pas la remarque, mais ce qu'a dit monsieur Jean Renard tout à l'heure, sur le territoire de projet, le territoire que vous avez appelé à un moment donné structuré. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se décider que le territoire un peu administratif ou d'une collectivité responsable devant ses électeurs soit égal à un territoire de projet. Je ferai deux remarques. Actuellement, on parle beaucoup d'un territoire de projet énergétique pour que le territoire ait une politique d'énergie, une autonomie énergétique, soit par l'économie, soit par l'existence de production. Moi, je viens de l'énergie renouvelable. Je citerai comme exemple le problème pendant 15 ans des ZDE. C'est-à-dire la ZDE, c'est un territoire de projet pour installer des éoliennes. Ça a évolué pendant 15 ans, la France a énormément pris de retard. Une des analyses qu'on peut faire, c'est que le territoire de projet ne correspondait pas du tout par rapport à ce que disait l'administration ou le politique sur la structure qui était responsable de ce territoire de projet. C'est-à-dire que autour, on nous a souvent baladés. Je pense que la réflexion entre le territoire de projet et la structuration de la responsabilité politique ou de la responsabilité démocratique doit être réellement abordée dans les années qui viennent par rapport au moins au fait pôle métropolitain. Parce que pour moi, je le perçois, alors peut-être à mal, comme une nouvelle échelle où il y a une concertation, mais on ne sait pas qui c'est qui va être responsable après cette concertation. Bon, je ne sais pas si... c'est clair, il me semble que le projet de territoire à 2030, c'est bien de doter l'agglo d'un projet, me semble-t-il. Oui, mais face aux questions que vous posez, je crois que le gouvernement et le législateur préparent quelque chose qui va renforcer le pouvoir des régions sur tout un tas de schémas, dont les éléments dont vous venez de parler. Les schémas énergétiques seront au niveau régional et ils s'imposeront même à tous, je crois. Enfin, c'est un des points qu'on discute. Mais donc, c'est une réponse. Pour moi, la région Pays de Loire n'est pas le territoire le plus pertinent. Mais bon, je crois qu'il faut avoir une réflexion de l'Ouest, à l'échelle de l'Ouest. Mais bon, je crois que des choses vont arriver qui pourront être discutées au printemps. Et, oui. Et c'est pas spécialement à notre niveau, nous qui... Le pôle métropolitain, c'est un territoire d'action potentielle, à partir du moment où les communautés se mettent d'accord pour réaliser ensemble une action. Et c'est le territoire de réflexion du SCOT, quoi.
aujourd'hui. Non. Merci. On va prendre les dernières questions. On va terminer à 8h30. Donc, Yves Robin. Oui, Yves Robin, donc pour le Conseil de développement. Là, on parlait de la transition énergétique. Est-ce qu'elle a été vraiment prise en compte dans ce programme Nantes 2030 ? Ça, c'est peut-être pas bien pris en compte. Peut-être qu'on peut faire des rajouts, compléter. Et la deuxième chose, M. Lenné, tout à l'heure, disait qu'on ne parlera pas des franchissements de Loire. Moi, je vais en parler parce que l'île de Nantes a besoin d'être désenclavée du fait que on y installe beaucoup de choses, peut-être futur CHU et tout. Donc, automatiquement, elle a besoin d'être désenclavée pour que les gens puissent y aller, en revenir. Voilà. L'île de Nantes, elle est beaucoup traversée par les voitures, je trouve. Je ne sais pas si c'est ça le devenir de l'île de Nantes. Vous avez entendu Marcel Smet qui a parlé d'un métacentre à côté du centre historique. Et donc, si on est sur un métacentre, on n'est pas forcément un territoire traversé par l'automobile. Merci. Alors, ensuite, oui, question ? Allez-y. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie de vos connaissances justement sur cette métropole. Moi, je voudrais aborder un sujet un petit peu général qui est celui de l'économie-emploi sur l'ensemble de la grande métropole, si vous voulez, parce que je pense que la vision des élus est une vision quelque peu technocratique et passéiste. Et sûrement, ce n'est pas les écologistes qui ont le plus de retard par rapport à ça, parce qu'on les a souvent accusés, vous voulez revenir à la charrue. Bon. Pour avoir été un industriel actif dans la région, puisque j'avais démarré une usine à Saint-Nazaire que j'ai laissée à 700 personnes, et j'ai reconverti les établissements Brissonneau-et-Lotz sur une seule activité, Brissonneau-et-Lotz Marine, où j'avais 1500 personnes et 100 ingénieurs et cadres. J'ai fait beaucoup d'exportations. On exportait 70% de notre production au Japon. 70% de notre production, et dont la moitié au Japon. Nous étions les troisièmes exportateurs au Japon. Alors, sur le problème de l'économie, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. L'économie, elle va se faire par des échanges de savoir, mais des échanges de savoir qui seront plus citoyens au sein des entreprises et au sein de vos communautés, de vos collectivités. Et elle va se faire également par l'échange de savoir d'une part, donc, et puis par les observations sur les modes de vie des citoyens. Car nous allons être obligés, et nous savons tous que nous allons être obligés de modifier nos modes de vie. Bon, 800 millions des gens de l'Ouest qui ont accaparé à peu près au minimum une empreinte écologique d'une planète, 7 millions de personnes qui veulent maintenant très vite aller à un autre mode de vie que nous leur avons communiqué et qui leur paraissent très bien, mais qui est extrêmement consommable, fait que nous devons changer, nous, d'optique, nous devons donner l'exemple et apporter précisément, en discutant avec tous nos partenaires mondiaux, mais nous devons leur donner la vision d'une autre vision du monde et leur apporter toute une série de techniques sur lesquelles, d'ailleurs, qui seront les emplois de là-bas, puisque moi, de toute façon, je pense qu'une partie de notre production va disparaître. C'est sûr que notre niveau de vie est très élevé par rapport, en Europe, d'une façon générale, par rapport au reste du monde qui est sans... Quelle est la question, s'il vous plaît? C'est celle du modèle de développement, si je comprends bien. Le problème que je pose, c'est que vous parlez toujours des centres de recherche, des universités, des trucs. Oui, sûrement, il en faut, mais il faut qu'ils évoluent aussi, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils étudient actuellement qui va servir. Il faut que tout le monde soit à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Voilà ma réflexion, si vous voulez, la réflexion que je voulais. Je pense que c'est la question. Nous sommes sur une planète qui est limitée, ça je conviens. Hein. Et il faut que l'on soit beaucoup plus respectueux de nos productions et de nos rejets. Hein.
Ça, j'en conviens. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas plaisanté là, quand je disais il faudra sans doute moins d'utiliser l'automobile, hein, et avoir des déplacements qui consomment moins de ressources fossiles, là, c'est certain. Maintenant, il y a des techniques d'innovation qui permettent d'améliorer. Hein, je citais tout à l'heure les matériaux composites. On arrive à faire des structures qui sont beaucoup plus légères, tout en ayant les mêmes caractéristiques de résistance. Donc, moi, je crois que c'est à l'échelle de l'humanité, hein, pas simplement ici sur notre territoire, que nous devons être inventifs pour être plus respectueux. Je reconnais, parce que je voyage un peu, hein, que nous avons un niveau de vie qui ne peut pas être atteint par tous les hommes de la planète actuellement. Mais ce n'est pas nous les plus dépensiers. J'ai été amené à aller à Rio, hein, puisque Nantes a été labellisée capitale verte, et on a dit il faut aller au sommet 20 ans après le premier sommet de Rio. Moi, j'ai écouté les chefs d'État. Je crois qu'ils n'arriveront à rien. Hein. Ronan Dantec était à Doha là, ces jours-ci sur l'évolution climatique. Ça débouche sur pas grand-chose. Par contre, ce que je crois, moi, c'est que dans nos territoires, dans notre collectivité, au niveau des autorités locales, comme on dit, il y a beaucoup de possibilités d'intervention par modification des comportements des uns des autres. Et on commence à gagner, à diminuer nos rejets. Maintenant, c'est sans doute pas suffisant, c'est ce que vous nous avez dit, mais j'en conviens volontiers. Est-ce que c'est pas l'inverse qui va se produire? C'est les citoyens qui vont vous modifier aussi. Oui, alors, comme on arrive à la fin, on prend 2 dernières questions. Mademoiselle, dans le fond, vous faites court, s'il vous plaît, puis Michel Jouvet également devant. Bonjour, moi, c'est Camille. En fait, je suis jeune, alors je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ma vie. En tout cas, je ne suis pas allée à Rio, moi. Voilà. Du coup, je ne savais pas quoi faire, alors je suis venue ici. Et j'ai eu du mal à comprendre finalement l'objet de cette conférence. Mais c'est peut-être parce que je suis jeune et que je ne comprends pas bien. Vous avez dit « nous », parler de méthode de consultation, organiser cette conférence, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, vous avez une connaissance très fine des territoires et de leurs acteurs. Alors finalement, pourquoi leur demander leur avis ? Je veux dire aux acteurs, aux vrais gens, pas les élus. Ah si, on nous demande notre avis. Sur une vision globale en 2030. Chouette. Globalement, c'est globalement flou. Et localement, nous avons donné notre avis et on était 30 000. Ils sont combien ceux qui ont répondu à la vision globale ? 12 000. Et vous avez trouvé ça conséquent. Comment vous le dire autrement ? Cet aéroport, on n'en veut pas. Et Notre-Dame-des-Landes, et Vigneux de Bretagne, et le Temple, et la Pâquelée, et les Ardières ne sont peut-être pas des villes qui comptent. Mais bon, comme à Nantes, on est à la campagne, qu'il y a de l'herbe sous le tramway, et qu'en plus, c'est une ville qui compte, elle peut bien aller écraser un peu les terres agricoles alentours pour s'ouvrir à l'international. Ah, et puis, comme vous nous avez dit que la consommation d'espace agricole sera plus faible s'il y a l'aéroport, on est rassurés. En plus, ces terres, elles sont habitées par des squatteurs, terroristes, armés de marteaux et de planches, qui se réunissent en ce moment pour savoir où faire pousser leurs légumes pour qu'ils sentent autre chose que la lacrymo. En réalité, monsieur... S'il vous plaît, on a compris quelle était votre position. Oui, donc, est-ce que vous avez une question ? Sinon, on passe à une question suivante. Je voulais savoir, finalement, quand vous dites squatter, est-ce que c'est pour faire peur aux gens, pour justifier le déploiement monstrueux de vos forces du désordre, ou est-ce que, finalement, c'est vous qui avez peur ? Parce que nous...
finalement, on n'a pas d'élus, on n'a pas de représentants. Ce qu'on aime, c'est être ensemble, partager des choses avec nos voisins et marcher dans la gadoue. Et qu'on n'a pas de chef. Et en fait, finalement, on est un peu en dehors du système. Et est-ce que c'est ça qui... Ok, merci. Donc, on va prendre la question suivante. J'aimerais bien... Merci, passez le micro. Mais il n'y a pas de réaction. Moi, Attendez, on prend une autre question et après, monsieur Retière répondra. Toutes les autres questions, vous y avez répondu directement. Elles n'étaient pas plus claires que... Moi, simplement, je respecte les lois, les décisions. Hein. Et donc, il y a un certain nombre de propriétés qui ont été acquises. Elles doivent être rendues à leurs propriétaires. Point, c'est tout. Oui, on la respectera, oui. On respectera les dispositions. Merci. Allez, la dernière question. Michel. C'était pas vraiment ma question, mais c'est juste une petite réaction à votre intervention que je respecte tout à fait. Je crois avoir assez bien connu le milieu de l'agriculture pour y avoir exercé des responsabilités. Je ne pense pas que le devenir de l'agriculture en Loire-Atlantique soit la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ne soit pas la seule question par rapport à la consommation des terres agricoles dans ce département, vous l'avez rappelé, qui est de 2000 hectares par an. Ceci dit, ma question portait sur l'emploi, parce que, en ce qui me concerne, nous avons produit avec des amis une contribution collective sur l'économie et l'emploi, et quelque part, nous sommes inquiets sur le devenir industriel de la Basse-Loire. Les chantiers, Total, on n'en parle pas, mais le devenir Total reste quand même avec des points d'interrogation. Et nous pensons, vous avez parlé des start-up, des pôles d'excellence, mais que la dynamisation, on a la chance d'avoir un territoire avec beaucoup de PME très très diversifiés, et nous pensons collectivement que l'appui du pôle métropolitain, puisque c'est une de ses compétences, à ce tissu riche de PME serait quelque chose à complètement prendre en compte, à l'exemple de dispositifs qui ont été mis en place à Saint-Nazaire dans son temps, Cap Performance et d'autres dispositifs. À voir, je ne connais pas l'ensemble de ces dispositifs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille beaucoup plus en concertation maintenant avec la région, avec le département, c'est surtout avec la région et avec Saint-Nazaire, parce qu'effectivement, il y a des sujets qui nous inquiètent en commun. J'étais avec Joël Batteux ce matin et ce midi. Le devenir des chantiers est une vraie préoccupation. Et l'horizon n'est pas bien clair. Et bon, on a des mutations. Il semble que l'on ait de nouvelles productions, notamment du côté de l'éolien. Ceci ne remplace pas cela. Et ceci, on veut bien y travailler avec l'ensemble de ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, parce que c'est une situation délicate. Bien, merci Monsieur le Président. On va conclure notre soirée. Je voudrais simplement peut-être rappeler que, pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, les rencontres nationales des conseils de développement se tiendront à Nantes les 14 et 15 février 2012. Je pense que vous aviez déjà eu cette information. 2013, pardon, oui. S'agissant du conseil de développement, puisque un certain nombre de membres sont ici présents, je pense que l'année 2013, on va la consacrer un peu à réfléchir à comment pourrait évoluer le conseil de développement. Bon, il y a des questions qui ont été un petit peu posées, qui sont un petit peu, qui portent ça en gestation. Une des propositions qu'on formule, c'est éventuellement d'être un lieu justement qui va pouvoir continuer à faire de la prospective et ajuster le projet de territoire régulièrement. Mais c'est des sujets qu'on évoquera évidemment avec l'agence d'urbanisme en particulier. En tout cas, je voulais vous remercier tous de votre présence, parce que c'est une réunion qu'on a montée un petit peu dans des délais courts. C'est un vendredi soir, c'est pas forcément évident. Et je voudrais surtout remercier le président de Nantes Métropole d'avoir accepté de revenir devant le Conseil pour prolonger l'échange que nous avions eu il y a quelque temps et qui avait été un petit peu effectivement tronqué. Voilà, merci
Monsieur Retière, de votre disponibilité.